Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est poseur de questions, de redoutables questions d'ailleurs. Aujourd'hui, il apporte la réponse. Et quand l'interrogation change de camp, la solution change forcément de fauteuil. Mamadou Ibra Kane face au jury de la littérature. L'auteur n'est pas en terrain ennemi parce que son livre lui sert de carte. Une carte pour taper à la porte d'une icône, d'une légende, d'un immortel, Nelson Mandela. Ennemi de l'apartheid, il est ami de la paix. Ami alors du Sénégal, un trait d'union que renforce ces mots. Le Sénégal et Mandela, le grand secret. La pandémie de Covid-19 ne peut confiner cette cérémonie de présentation, ni la célébration du 31e anniversaire de la libération de Mandela. On se rappelle, c'était le 11 février 1990. ITV vous offre une table ronde pour célébrer le héros africain, pour célébrer les héros africains. Et nous sommes bien sûr avec l'auteur de ce livre, Mamadou Ibra Kane. Bonsoir. Bonsoir, Papa Sarr. Et bienvenue chez vous. Mais merci beaucoup. Merci surtout pour la belle présentation. Merci. Mais avec cet essai, vous n'êtes pas à votre premier essai, mais ce qui est important, c'est que vous dévoilez le grand secret. Oui, le grand secret, ce secret jalousement gardé et très longtemps gardé par le président Abdou Diouf, qui a été une des personnalités politiques les plus engagées dans la lutte contre l'apartheid, mais surtout pour la libération de Nelson Mandela. Exactement. Souvenez-vous que Abdou Diouf, pendant une parenthèse extrêmement importante, pour ne pas dire cruciale et même décisive, était à la tête de l'État du Sénégal. 1981-2000. Nelson Mandela, vous l'avez rappelé, fut libéré le 11 février 1990. Abdou Diouf venait de faire, disons, une dizaine d'années, une décennie au pouvoir. Abdou Diouf était également, si vous vous souvenez, au milieu des années 80, président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Oui. Ce même Abdou Diouf avait pris le risque de survoler les pays de la ligne de front. Et il le raconte dans le livre. Et il avait bien mesuré également le risque qu'il avait pris. Cela montre quoi? Le degré d'engagement du Sénégal, pas seulement du Sénégal d'Abdou Diouf, du Sénégal de Léopold Sédar Senghor, le père de la nation. Le père de la nation, et de tous les acteurs à l'époque, acteurs politiques, de la société civile. On en a autour de cette table ronde. Oui. Acteurs culturels. Et Abdou Diouf, donc, a eu cette confiance que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous expliquer, de nous déposer ce secret dans ce livre que vous tenez entre les mains, Abdou Diouf, la source A, qui a effectivement dit que Nelson Mandela a eu à bénéficier d'un soutien financier du Sénégal. C'est anecdotique, mais cela donne une idée, comme je disais tout à l'heure, de l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple sud-africain, aux côtés de Nelson Mandela, jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire jusqu'à sa libération, suivie quelques années après de son élection à la tête de l'Afrique du Sud. Oui, et secret d'ailleurs que nous allons distiller tout au long de cette table ronde. Et je rappelle que nous sommes également avec l'écrivain Hamidou Sall. Hamidou Sall, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette émission, pour partager avec vous ce moment de réflexion autour de cette immense figure qu'est Nelson Mandela. Et vous êtes le préfacier de cet ouvrage. On parle de secret. Vous avez le privilège de rencontrer Nelson Mandela. Vous l'écrivez
Donc vous connaissez le secret, normalement. Je le connaissais, mais celui qui en était l'acteur principal, côté Sénégal, je veux dire, tant qu'il le gardait au secret, je ne pouvais pas le déflorer, d'une part. Oui. D'autre part, secret, grand secret, Abdou Diouf est un homme d'État. Or, l'homme d'État, tout à l'heure, hors micro, nous parlions de Gaulle. Fil de l'épée, ouvrage dans lequel il dit l'autorité du chef est dans le mystère. On ne dit pas tout ce que l'on sait. Il faut toujours attendre le moment. Mais j'ai aussi été témoin de la manière dont on lui a arraché ce secret. Parce que, je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est un maître Socrate, c'est un accoucheur d'esprit, mais il est dans son rôle, c'est un journaliste. C'est un journaliste, il est dans son rôle. Et forcément, et ce plateau, il y a également le professeur Ousmane Sène, parce qu'il connaît l'apartheid, connaît forcément Nelson Mandela. Professeur, vous connaissiez le secret ou pas? Alors, je suis allé à Robben Island, j'ai trouvé la petite natte où il passait la nuit. Quand il est venu au Sénégal, il a fait une incursion à l'université. J'étais le traducteur de la cérémonie. Il fallait que je traduise, je crois, le discours du recteur, c'était Souleymane Niang, vers l'anglais. Il y avait quelqu'un d'autre qui faisait de l'anglais de Mandela au français. L'autre dimension qui nous lie ou qui me lie un peu à Mandela et son pays, c'est que j'étais peut-être parmi les premiers enseignants à l'université Cheikh Anta Diop, oui, à introduire la littérature sud-africaine avec des auteurs comme Nadine Gordimer, avec aussi des auteurs comme Alex Lagouma, qui vraiment illustrent en littérature le quotidien des Sud-Africains noirs, mais aussi peut-être appuyés et accompagnés par, si vous voulez, les libéraux noirs. Alors, quand j'ai vu la photo de Mamoudou Ibra Kane avec ce livre-là, en fait, j'ai sauté et je lui ai écrit, c'était dans la nuit, hein, je lui ai écrit tout de suite et je lui ai parlé d'une conversation que j'avais avec le doyen Benoît Ngom. C'était à l'hôtel Radisson, je crois. Radisson, on avait un séminaire là-bas et il sortait de ces choses sur la diplomatie sénégalaise. Et je leur ai dit, avec son ami, il faudrait que vous fassiez un livre. À défaut de ça, vous allez venir tenir une conférence au WARC. Je crois que tout ce qu'ils devaient dire, ils l'ont peut-être confié à Mamoudou Ibra Kane, qui nous l'a si bien restitué, mais qui, et je termine peut-être sur ça, parce qu'au-delà de la relation qu'il y a entre Nelson Mandela et le Sénégal, le titre est intéressant, Nelson Mandela, l'homme, le dirigeant politique et un pays. Oui. C'est à décortiquer, mais ce qui est à décortiquer, oui, c'est le sous-titre. Le grand secret, oui, c'est la diplomatie sénégalaise. Du début jusqu'à présent, sauf quand les gens se mettent à déballer. Maintenant j'entends, je vais déballer. Les diplomates, heureusement, ne déballent pas. Mais si vous voulez comprendre la diplomatie sénégalaise, le grand secret et la philosophie de Senghor qui s'appelle la réconciliation des contraires. On y reviendra peut-être. Entre un serré et un autre serré, il y a un trait d'union. Professeur Benoît Ngom, bienvenue dans cette émission. Merci, vous êtes beaucoup. Le poste-facier de cet ouvrage et vous êtes le président fondateur de l'Association des juristes africains. Oui, merci beaucoup. Merci, M. Sarr, de cet accueil. Et je dois d'abord commencer par remercier et féliciter mon gamou et jeune frère Mamoudou pour ce livre-là. Parce que pour moi, c'est un livre qui constitue une contribution à l'écriture au moins d'une page de l'histoire du Sénégal. Parce que parler de Nelson Mandela, c'est parler de l'apartheid. Et l'apartheid a été pour nous, pendant toute une période, après l'indépendance de certains de nos États, a été la principale cause du peuple noir.
c'était le dernier bastion, je dirais, de l'esclavagisme. Et donc, avoir consacré un livre à cela mérite vraiment beaucoup de considération, de félicitations. Pendant longtemps, la principale cause des Arabes a été et l'est toujours la Palestine. Mais nous, la cause que peut-être beaucoup de nos jeunes fils ou frères ont oublié, c'était l'apartheid. Que demain, la jeunesse africaine ou d'autres interrogeront leurs anciens. Mais par rapport à cette principale cause, qu'est-ce que nous avons fait? Et c'est ça la réponse qui est importante, de pouvoir dire, comme Mamadou l'a dit rapidement, voici ce que le Sénégal a fait. Et c'est en cela que le livre est important, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que cette page de l'histoire de notre pays aura été au moins écrite et que les faits auront été synthétisés quelque part. Beaucoup de gens ne savaient absolument pas ce que notre pays avait fait dans la lutte contre l'apartheid. Et je dois dire que nous devons aussi aujourd'hui vraiment féliciter beaucoup mon gamou et jeune frère Amidou. Parce qu'en fait, il a eu une mémoire d'éléphant lui aussi. Même s'il dit que Mandela a eu une mémoire d'éléphant, il l'a eu. Parce que quand on était devant Mandela, bon, quand il parlait de beaucoup de choses, moi honnêtement j'avais oublié après quelques temps, après beaucoup de choses qu'il avait dites. Mais lui il avait tout retenu et heureusement qu'il l'a transcrit. Et cette transcription nous permet aujourd'hui de voir que de Senghor à Abdou Diouf et après, notre pays a été présent. Et que la lutte contre l'apartheid n'était pas simplement une lutte armée. Ce n'est pas par les armes que l'apartheid est tombé. L'apartheid est tombé par du fait que nous avons dans la lutte des symboles, nous avons pu écraser ce mauvais symbole, à dire une chose qui est très importante. Ça veut dire que le Sénégal a pu opposer à l'apartheid, ces dictatures, la démocratie. Parce qu'il faut savoir une chose, que dans les années 87, dans les années 80, l'une des principales, la force de Botha et des gens de l'apartheid, c'est qu'ils vivaient dans un océan de dictature. Et qu'à l'époque, comme vous le savez, dès que tu disais aux Africains du Sud telle ou telle chose, ils te disaient, mais vous au Zimbabwe, dictature, vous je sais pas moi, au Togo ou n'importe quoi. C'est pour ça que nous, quand on a déclenché l'action, quand le président Abdou Diouf avec son gouvernement, nous avons déclenché cette action dont il parle, dont Abidou a parlé, ce qui nous a permis de l'imposer aux Occidentaux, c'est parce que Abdou Diouf parlait au nom d'une démocratie, certes balbutiante à l'époque, mais quand même d'une démocratie. Et c'est pour ça qu'ils nous ont écoutés. Et c'est pour cela que nous avons pu opposer à la dictature des Sud-Africains un autre modèle, leur montrer que l'Afrique c'était un autre modèle. Peut-être nous reviendrons sur d'autres aspects, mais voilà. Et messieurs, nous avons un cinquième invité. C'est Nelson Mandela, il est là, il vit avec nous, les morts ne sont pas morts. Mamadou Ibra Kane, la vie de Nelson Mandela est comme une fiction. Autrement dit, dans des circonstances pareilles, c'est tout simplement un héros fictif qui réussit des exploits extraordinaires. Mais lui, il ne voulait pas être extraordinaire, il voulait être un homme ordinaire. Comment définir Nelson Mandela? Mais, bonne question, puisque Nelson Mandela lui-même, dans cette page que je viens d'ouvrir, le chapitre 2, oui, lui-même dit: dès que je suis sorti de prison, j'ai dû détruire ce mythe qui consiste à croire que je suis un être extraordinaire. Parce que Nelson Mandela ne voulait pas être déifié. Il était un être humain. Oui. Et rien de ce qui était humain ou ce qui est humain ne lui était étranger. C'est pour ça, quand on parle de cet appui financier du Sénégal
J'ai dit c'est vrai, c'est un secret, mais c'est anecdotique. Mais qui n'est pas petit quand même. Qui n'est pas petit, mais qui peut relever d'une anecdote. Pourquoi je dis qu'il peut relever d'une anecdote? Parce que simplement, Nelson Mandela lui-même a prévenu qu'il était d'abord un être humain. Oui. Nelson Mandela est venu au Sénégal 3 fois, sous le contrôle de ses témoins. En 1962, il rencontre Senghor, oui, en compagnie d'Olivier Tambo. Anecdote pour anecdote d'ailleurs, Olivier Tambo est tombé malade, il a eu un malaise. Et c'est Nelson Mandela. Crise d'asthme. Nelson Mandela lui-même le raconte dans ses mémoires. Il dit qu'il avait porté Olivier Tambo sur son dos pour aller donc à l'audience. Et le président Senghor, très rapidement, a fait prendre en charge donc le compagnon de Madiba. 62, Mandela demande à Senghor, ils y reviendront dans des détails les plus précis, un appui, des armes, en tout cas de l'argent pour acheter des armes. Senghor, pour sa vision d'abord de ce que c'est que la diplomatie, mais aussi de comment lui, il percevait le combat contre l'apartheid, avait estimé que ce n'était pas à faire, en tout cas de sa part. C'est plutôt des passeports diplomatiques qu'il a octroyés à ses 2 convives. C'est également des billets d'avion pour aller à Londres. Mais quelques années plus tard, Mandela revient à Dakar en 92. Oui. Ils le diront également, parce qu'ils ont été à l'origine, je veux parler de Hamidou Saleh Bounouangom, ils ont été à l'origine de la venue de Mandela au Sénégal. En 92, parce qu'il devait venir en 91 pour assister à un concert, ça n'a pas pu se faire. Mais il y a une 3e visite de Nelson Mandela qui n'était pas connue du public. C'est cette visite de 1993, oui, alors que le président Abdou Diouf était en pleine campagne électorale, que ce livre a révélé. Mais voyez un peu ce pied de nez de l'histoire, ou ce clin d'œil de l'histoire, c'est selon. Senghor, illustre prédécesseur d'Abdou Diouf, qui avait refusé à Mandela un service, oui, pour les raisons que je viens de décliner, c'est son successeur et héritier politique, voire spirituel, Abdou Diouf finalement, qui fait ce geste financier. On peut percevoir une contradiction, mais moi je trouve qu'il n'y en a aucune. Parce que tout simplement, oui, si Senghor était à la place d'Abdou Diouf en 1993, pour le besoin que Mandela lui a exprimé, j'ai besoin d'un appui pour ne pas être expulsé de la maison, je peux parier que Senghor ne lui aurait pas refusé ce service. Et inversement, Abdou Diouf, en 62, à la place de Senghor, je peux parier qu'il n'aurait pas donné de l'argent à Mandela pour l'achat d'armes. Parce que, vous savez, la diplomatie sénégalaise, Ousmane Sène le disait tout à l'heure, non seulement c'est une diplomatie forte, et ce livre le montre et le démontre, oui, mais la diplomatie sénégalaise s'est toujours inscrite dans la continuité, avec quelques peut-être épisodes de rupture, mais qui n'étaient pas fondamentaux au fond. Voilà, pour répondre à votre question. Professeur Ousmane Sène ne peut pas parler de Nelson Mandela sans évoquer ce système, l'apartheid, que certains historiens disent que ce mot aurait été prononcé par Jan Smuts en 1917, mais matérialisé de surcroît par un pasteur calviniste. Comment comprendre ce système? Oui, bon, je suis dans la littérature, pas dans la politique, mais fondamentalement, vous êtes en train d'évoquer une certaine Europe. Europe. Oui, vous avez parlé de calvinisme. Oui, parce en que, 1948, oui, parce que en Afrique du Sud. Il faut comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Que l'Europe avait besoin d'expansion
l'Europe avait besoin de matières premières, l'Europe avait besoin de développer son industrie. Il fallait absolument qu'ils aient des territoires où ils pourraient non seulement exploiter les matières premières, mais utiliser aussi, je crois, si vous voulez, la chair humaine, les êtres humains. D'où l'utilisation de l'Église pour justifier la colonisation. L'utilisation même du pape pour les catholiques pour justifier la colonisation et l'infériorité des êtres noirs. Fondamentalement, que ce soit les calvinistes, que ce soit les puritains qui ont créé les États-Unis, que ce soit les catholiques qui sont venus nous coloniser, l'idée, c'était le fardeau de l'homme blanc. The White Man's Burden. Ça, c'est Rudyard Kipling, l'auteur britannique. Il est dit devoir, il est dit de l'obligation religieuse et de l'obligation spirituelle du blanc pour qu'il aille libérer et inculquer la divinité chez les Noirs. To those who sat in the regions and shadows of death, to those did the great light come. Ceux qui sont dans l'obscurité mortelle, il leur a fallu la lumière de Jésus-Christ, qui est venu avec son église et son école. C'est pour ça que d'ailleurs à l'époque, Cœur Labé, c'était là aussi l'école. Cœur Labé, chez l'église, c'était là aussi l'école. C'est tout ça et c'est tout ce processus de pensée pour se développer économiquement, avilir, rabaisser le noir au niveau d'être bestial, au niveau d'animaux. C'est ce qui s'est passé avec l'apartheid. Ils sont minoritaires, les Blancs, en Afrique du Sud. Mais ils ont tout dominé, ils ont pris tout ce qu'il y a de bon. De même chez les Américains, une certaine valeur accordée à l'Indien, la noblesse de l'Indien, mais l'incapacité aussi de l'Indien à résister aux durs travaux champêtres. On bestialise les Noirs et on les amène là-bas comme esclaves. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est ancré, c'est la mission de l'homme blanc. Il lui appartient de montrer la lumière de Dieu et la lumière de Jésus-Christ aux autres qui seront éternellement damnés et qui vivront éternellement dans les flammes de l'enfer tant qu'on ne leur aura pas donné la grâce de la Bible. L'Afrique du Sud s'explique comme ça. Les remous que vous avez vus et soubresauts que vous avez aux États-Unis s'expriment exactement de la même manière. Les Noirs, c'est des animaux taillables et corveillables à merci. Nelson Mandela va lutter contre ses pensées. Hamidou Sall, Mamadou a dit une chose importante entre la diplomatie de Senghor, qui était plus douce, et la diplomatie de Diouf, qui était plus dure. Dualité ou continuité, parce qu'il y a, Mamadou le dit dans ce livre, ces critiques de la part de gauche, comme Bathily et Landing Savané, qui dénonçaient un peu la timidité de Senghor quand Nelson Mandela est arrivé en 1962 et a demandé à Senghor un soutien militaire. Il n'y a pas d'opposition entre la démarche senghorienne et celle de Diouf par rapport aux questions diplomatiques. Abdou Diouf a grandi à l'ombre tutélaire de Senghor. Oui. Et je signale au passage que lorsque Mandela est arrivé ici à Dakar en 1962, Abdou Diouf n'était pas encore au cabinet. Il était gouverneur, ou en tout cas aux affaires étrangères, parce que je ne me rappelle plus de la date exacte de la visite, mais en décembre 1962, Abdou Diouf a quitté Kaolack et il est arrivé aux affaires étrangères en 1963. Donc quand Mandela est venu, Abdou Diouf n'était pas encore au cabinet. Bon. Mais moi je pense que pour comprendre les choses, oui, il faut les remettre dans leur résonance historique. L'apartheid est un système odieux. 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 Oui. Léopold Sédar Senghor, étudiant déjà, compagnon de plume et de combat d'Aimé Césaire dans la belle et noble aventure de la négritude,
avait déjà commencé à développer un plaidoyer en faveur de la race noire, qui était fondamentalement égale aux autres races. Et là, c'est pour prolonger ce que le professeur Sen vient de dire. Toute une pensée occidentale d'infériorisation pour justifier et légitimer une démarche et un processus à venir. Donc le combat pour la négritude, nous sommes dans les années 30. Ensuite, il y a eu à la Sorbonne, amphithéâtre Descartes, le premier congrès des intellectuels et artistes du monde noir, qui a encore campé cette détermination de l'intelligentsia africaine et noire de se battre pour balayer à jamais des injustices faites à des races. Oui. Oui. 56. 59, le congrès, le deuxième congrès au Capitole. 60, les États sont indépendants. Mais entre-temps, il y a eu le Ghana, Kwame Nkrumah. 58, il y a eu Sékou Touré. Et ensuite, on sent aussi toute la tension qui mènera vers la guerre d'Algérie, etc. Bon, il y a eu Bandung. Donc, c'est énorme. Il y avait toute une dynamique qui était en train de se mettre en place. Et 60, Senghor est président de la République du Sénégal. Donc, il a un regard sur ce qui se passe sur le continent. La terrible colonisation portugaise, surtout que nous avions le Cap-Vert et la Guinée-Bissau à côté. Donc, nous vivions ça dans notre chair. Ensuite, l'éhonté régime de l'apartheid. Là-dessus, Mandela arrive à Dakar. Oui. Mais Mandela arrive à Dakar au terme d'une tournée africaine. Partout où il a été, Alger, Accra, Conakry, partout, mais on a vidé les caisses parce que ceux qui étaient là, qui étaient bon régime progressiste, révolutionnaire, etc., pour eux, il fallait tout de suite financer ce que dans le langage sud-africain, on appelait, Benoît, si je ne me trompe, Mkoto Wesizwe, c'est-à-dire la nécessité de lever les armes pour lutter contre l'apartheid. Et Mandela lui-même nous dira, il me l'a dit, il le dit quelque part dans ses mémoires aussi, que l'étape de Dakar, on l'avait prévenu en lui disant que vous allez dans un pays, vous allez trouver quelqu'un qui est à la tête, c'est un monsieur grand intellectuel, mi-noir, mi-blanc, à la limite c'est à peine si on n'avait pas dit valet de l'impérialisme, etc. Donc méfiez-vous. Donc Mandela, il nous le dira lui-même, il arrive avec cette appréhension. Il pose son problème. Oui. Qui est un problème politique. Soutien. Oui. Armée. Et Léopold Sédar Senghor répond de façon très claire, après une analyse en lui disant, Monsieur Mandela, avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord sur cette approche et sur cette démarche pour démanteler ce système odieux pour lequel nous nous battons et nous continuerons à nous battre. Divergence d'approche. Oui. Lui, il dit par la lutte armée, et Senghor lui dit, les racistes blancs ne feront de vous qu'une bouchée. Oui. Non, je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là. Elle n'aboutira pas. Vous comprenez la déception un peu de Mandela. Mais Senghor ne s'est pas arrêté là. Il a dit par contre, je ne suis pas d'accord sur cette méthode, je vais vous proposer la mienne. Et c'est là que Mandela, tout de suite, l'a écouté attentivement. Je parle sous la surveillance de Benoît, je ne fais que relater ce que Mandela nous a dit. Ils ont parlé de Shaka Zulu. Ah, ça c'est après. Oui. Ça c'est après. Oui. Mandela, Benoît, merci d'avoir fait allusion à ma petite mémoire qui me lâche de temps en temps. Oui, oui, vous savez, oui. Vous savez, oui. Quand on est arrivé chez Mandela, il n'était pas encore président, il venait juste de sortir. Je peux dire que bon, je et Taïsab, mais disons que nous avons été parmi les
premiers Ouest-Africains, en tout cas les premiers Sénégalais et les premiers Ouest-Africains à lui avoir rendu visite après sa sortie de prison. Oui. Nous avons été accueillis par qui, Benoît? Par deux dames qui sont devenues après nos amis. Jessie Duarte et la sœur de l'immense trompettiste Yu Masekela. Sa sœur s'appelle Barbara Masekela. Barbara Masekela deviendra ambassadeur de l'Afrique du Sud à Paris après. Et nous avons même rencontré au cours de ce séjour son frère et son père. Et c'est ce Yu Masekela qui sera aussi, qui a été l'époux de Mama Africa, Myriam Makeba, qui elle aussi a résisté à sa manière, pas avec des kalachnikovs et des mitraillettes. Donc la mission diplomatique ou bien la posture diplomatique, c'était la bonne position. La frustration. Autrement dit, des passeports diplomatiques seulement. Le problème, c'est que bon, moi j'ai voulu, je le disais tout à l'heure, j'ai voulu, puisque vous m'avez posé une question, j'ai voulu répondre en remettant le tout dans le contexte, n'est-ce pas? Oui. Le contexte historique. Donc Senghor n'est pas d'accord avec cette approche. Oui. Et il dit, moi je pense qu'il faut mener un combat diplomatique pour que la conscience africaine et universelle soit avec vous et définitivement avec vous. Ça, c'est la première chose. Donc, une bataille diplomatique à l'échelon planétaire. Ensuite, chez vous en Afrique du Sud, il y a des Sud-Africains qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, mais qui sont horripilés par le système et qui se dressent contre ce système-là. Il faut faire un front commun avec eux. Il faut que vous vous donniez la main. Ça, ce sont les libéraux blancs. Et à l'époque, quand Mandela est venu ici, rencontrer Senghor, il y avait une autre personne qui venait aussi discrètement parce que le système, si le système l'avait su, elle aurait été abattue. Elle s'appelle Hélène Suzman. Hélène Suzman, immense résistante, blanche, pur produit de la société apartheid, qui a résisté vaillamment et qui était une amie de Senghor. Donc en fait, Mandela, quand il est arrivé, le terrain avait déjà été préparé par Hélène Suzman, par l'amitié qui liait Senghor à Hélène Suzman. Et Hélène Suzman aura comme héritier, comme dauphin, comme continuateur de sa vision, quelqu'un qui était notre ami, qui s'appelle Frédéric Van Zyl Slabert. Et c'est celui-là qui nous conduira chez Mandela. Senghor lui dit donc qu'il faut faire une alliance avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas les ignorer. Est-ce que vous voyez déjà en 62, l'État arc-en-ciel est en train d'être posé là, quelque part ici, avenue Roume, à l'époque on disait. Senghor avait déjà défini ce concept-là. Et donc il dit, d'abord moi je suis un petit pays sans grandes ressources, je n'ai pas beaucoup d'argent, et le peu que j'ai, je voudrais l'utiliser utilement et judicieusement. Donc je ne vous donnerai pas de l'argent pour acheter des armes, mais je vous donnerai quelque chose qui équivaut à des armes et qui doit être la première étape de cette lutte qui nous mènera vers le démantèlement de l'apartheid. Professeur Benoît Ngom, Diouf va donner de l'argent. 670 millions de nos francs. Oui, disons c'était le montant des fonds politiques. Le montant des fonds politiques. Oui. Il va donner une somme, une grosse somme, le secret. Qu'il refuse de révéler. Qu'il refuse de révéler. Diouf, juridiquement, la caisse noire, d'ailleurs vous développez une partie sur la caisse noire, mais juridiquement, c'était possible ou bien c'était tout simplement une décision unilatérale du deuxième, le plus long président du monde? Oui, je pense que si le président Abdou Diouf avait tout à fait, comme tous les chefs d'État actuels, le droit et parfois la possibilité de régler certains problèmes de ce genre. Mais moi, je crois que ce qui est fondamental dans le livre de Mamadou, je ne voudrais pas qu'on le dévie sur ça. Ça a été déjà dit. On sait, c'est un secret. Voilà, bon, on sait beaucoup de choses. Hein, voilà. Mamadou a eu parfaitement raison, à mon avis.
les secrets ne sont pas éternels. Il y a des moments où ils doivent être connus. Parce que demain, quand on dira à un Sénégalais « tu n'as rien fait », il pourra aussi dire quelque chose. Et une fois de plus, ça aussi mérite qu'on vous, comment dirais-je, congratule de la chercher le mot. Mais je voudrais revenir là où mon ami Amilou a terminé. C'est-à-dire que dès la rencontre entre Senghor et Mandela, le sujet central du débat qui va être posé de 1960 et quelques à la fin de l'apartheid va être posé, c'est-à-dire le dialogue. Senghor a montré que le Sénégal était un pays de dialogue, de tolérance. Nous n'aimions pas le sang versé. Nous voulions atteindre tous les objectifs de l'homme par une démarche humaine, une démarche intellectuelle. Et c'est ça qu'il a montré à Mandela. En lui disant, j'ai la certitude que par la voie militaire, vous ne pouvez pas gagner. Et je ne vais pas rentrer dans des détails. Sur le plan historique, Senghor a eu 1000 fois raison. Ce qui a secoué le système de l'apartheid, avant qu'on en arrive à la réunion de 87 et autres, c'est les mouvements de la jeunesse sud-africaine. C'est eux, quand on a vu les jeunes là être tués, comme j'ai oublié le nom de ce voilà, etc. Ce sont les Tchéki Machinini qui ont disparu d'ailleurs. Après, ce sont eux qui ont ébranlé le système parce que là, les Occidentaux commencent à se dire, mais tiens, comment des gens qui se réfèrent à notre civilisation la meilleure tuent des enfants, etc. Ça commence à les secouer. Donc, Senghor avait raison. Ce n'est pas... à l'époque, il faut voir. Mais le mouvement militaire, le mouvement armé n'existait plus. Mandela, nous, quand on a commencé à lutter contre je dirais, l'apartheid en France dans les années 70 et autres là, mais on ne parlait même pas de Mandela. Tout le combat était autour de ce qu'on appelle la lutte anti-Ouspan. C'est ce qu'on avait trouvé. Ouspan, c'était les oranges. Mandela, on n'en parlait pas. Qui incarnait la lutte, c'était Winnie Mandela. Mandela était en prison, les gens pensaient que c'était fini. Donc, quand le président Senghor lui dit « il faut dialoguer avec les autres là qui, eux, comme vous, bien que minoritaires, sont contre », il avait raison parce que, combien d'années après, de 60 à 87, la réunion d'ici de Dakar, 27 ans, va démontrer que c'est Senghor qui avait raison. Parce qu'il y a eu un grand débat ici. L'un des pôles était incarné par Senghor, l'autre par Houphouët-Boigny. Oui. Les deux pôles, c'était quoi? Il faut dialoguer. Mais le problème était de savoir dialoguer sur quoi. Pour Senghor, le dialogue, c'était avec les libéraux blancs. C'était ça la position du Sénégal. Pour Houphouët-Boigny, il fallait dialoguer avec le régime tel qu'il était. Mais puisque nous étions tous des amis, des frères, bon, il n'y a pas eu trop de tension. Mais le Sénégal, la voie qu'il avait maintenue, c'est la voie qui finalement a abouti à déstabiliser le truc. Les autres n'ont fait peut-être que perpétuer le régime. Bon, je peux m'en tenir. Mais si vous permettez, puisqu'on est dans un échange, Papa Lunsar, j'aimerais ajouter une chose. D'abord, il y a la position constante du Sénégal sur le combat contre l'apartheid. Et n'oublions pas que, à côté des présidents successifs, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, mais il y avait aussi les autres acteurs politiques qui étaient mobilisés. Il y avait la société civile, les intellectuels. On en a un échantillon là autour de cette table. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que dans les années 60, Senghor, en plus de ce que Amidou et Benoît viennent de dire, prend des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Il décide
de ne plus vendre le phosphate sénégalais à l'Afrique du Sud. Ça, c'était une mesure économique forte qui avait beaucoup coûté au Sénégal. Mais tenez-vous bien, Pape Alioune Sarr, il y avait un autre pays ami du Sénégal. Lequel? Oui, je vais vous le dire parce qu'au fil, de mes investigations, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ça c'est pour l'histoire. C'était le Maroc. Le Maroc décide quand même, parce que le Sénégal, ne vendant plus son phosphate à l'Afrique du Sud, c'était un gros marché, une bonne opportunité économique pour le Maroc, qui est pourtant un ami du Sénégal, personne n'en doute. Bon, même si, comme disait l'autre à propos des États amis, ça c'est un élément que je voulais ajouter quand même par rapport à ce qu'il veut dire. Je veux dire que ce qu'ils ont dit est tellement vrai. Et il y a d'autres faits qui sont là pour le prouver. Le processus de désinvestissement en Afrique du Sud, dans les pays les plus riches, dans les universités les plus riches au monde, Harvard, toutes ces grandes universités avaient des millions et des millions de dollars investis en Afrique du Sud. Ils ont commencé le processus de désinvestissement quand toutes ces images-là dont vous parlez sont sorties. Ce ne sont pas donc les canons ou les balles qui ont réglé le problème. Le problème, c'est cette diplomatie prônée par Senghor. Autre chose, d'où vient l'institut qui se trouve sur Gorée et qui s'appelle Gorée Institute? Breitenbach, Nadine Gordimer, les libéraux blancs ont porté le combat et ont pu le renforcer. C'est des blancs, ils vont parler à des blancs aux États-Unis, en France, un peu partout. Donc c'est véritablement ça, et Senghor a raison. Évidemment, la raison pour laquelle Senghor adopte ça, je vous l'ai déjà dit, c'est la réconciliation des contraires. On reviendra là-dessus. Et d'ailleurs, c'est l'incarnation, ce plateau. Senghor aimait dire, je préfère un mauvais compromis qu'une bonne guerre. Ça, c'est important. Mamadou, je reviens à vous. Mandela est venu ici à 3 reprises, 62, 92. Mais celle de 93, est-elle la plus importante, la plus décisive? On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Elle était importante certainement pour Mandela, parce qu'il y a eu quand même qu'il avait vraiment ce besoin qui le gênait énormément. Une menace d'expulsion de sa maison. C'est pourquoi. Avec Winnie Mandela, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. C'est pour ça d'ailleurs que je dis dans le livre, c'est vrai, on peut débattre de tout, hein, et il faut même en débattre. C'est pour ça que je parle des fonds politiques. Vous avez vu l'évolution des fonds politiques. De Senghor à aujourd'hui, on est passé de 35 millions à 8 à 9 milliards de francs. 680 millions. Les contextes ne sont pas les mêmes, mais on voit bien quand même la marge. 650 millions pour Diouf. Oui, absolument. 4 milliards de francs CFA pour Abdoulaye Wade. 9 milliards 360 millions. 8 milliards pour Abdoulaye Wade. Et 8 milliards, 9 milliards 360 millions pour Macky Sall. Voilà. Il y a quand même une sacrée marge. C'est un débat, ça fait partie des débats. Surtout qui pose également un autre aspect, c'est que quelle utilisation, peut-être on peut même dire le montant compte tenu des changements quand même. Les contextes ne sont pas les mêmes. Le franc CFA lui-même n'a pas la même valeur qu'il avait il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Tout ça, il faut en tenir compte. Mais pour moi, le problème fondamental, c'est quelle utilisation devrions-nous faire des fonds politiques. C'est un parti pris dans le livre. De la part de l'auteur que je suis, j'estime que c'était une bonne utilisation des fonds politiques. Chacun peut donner son avis. Il faut rappeler, le genre rédactionnel, c'est un essai. Absolument. La part de l'auteur est importante. Absolument, absolument. Alors est-ce que la rencontre de 93 était la plus importante? Je dirais non. La rencontre de 62, quand même, c'est elle qui a défini le cadre du combat que le Sénégal comptait engager contre le régime abominable de l'apartheid. La rencontre de 92, après quand même la libération, sa libération, Nelson Mandela est venu à Dakar
pour dire jërëjëf, ça aussi, n'est-ce pas? Ce mot jërëjëf qu'on lui avait mis dans la bouche, un discours qui a été écrit par quelqu'un. Alors, donc, je crois que la première rencontre était la plus importante. Celle de 92 ne l'était pas moins parce que c'était Mandela, un homme libre, qui était venu s'adresser aux Sénégalais. Celle de 93 est symbolique. Mais à cause de Soweto, mais un an après, Mandela accède au pouvoir, oui, en 94. Hamidou Sall, oui. En fait, c'était jërëjëf yéen xale yi Sénégal, pour être complet. Vous avez une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire. Mais non, je voudrais revenir sur une chose. Donc, Mandela et Senghor, je n'ai pas d'argent à mettre dans la corbeille. Nous sommes en 62. En 62, mais je mettrai des passeports diplomatiques. Et ces passeports diplomatiques permettront à une liste de personnes que vous m'aurez donné de voyager. Moi-même, je prendrai mon bâton de pèlerin pour également mener le combat. Ensuite, il dit, logistique également, je vais ouvrir un bureau de l'ANC ici à Dakar. Et on a ouvert le bureau. Mais il ne s'est pas seulement arrêté. Mais dans sa logique, il a continué. Parce que le combat était là. On a ouvert aussi le bureau de la SWAPO. La SWAPO, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le contexte. L'autre chose, c'est que Senghor a été très cohérent dans sa démarche. Parce que pour lui, c'était extrêmement important qu'on établisse le dialogue entre libéraux blancs et l'aile, j'ajouterais même, l'aile modérée de l'ANC. Il a insisté là-dessus parce qu'il y avait une aile extrémiste qui justement était pour cette lutte armée et qui était aussi contre le dialogue, d'une part. L'autre chose, c'est que Mandela, par rapport à, pour compléter cette question, Mandela qui sort de prison, qui est une icône mondiale. En 90, oui. En 90, qui a un souci d'argent, mais vous vous imaginez le nombre de personnes, d'entités, d'États prêts à débourser, à régler le problème immédiatement. Et pourquoi choisit-il le Sénégal? Merci beaucoup pour cette question. C'est là il s'en ouvre d'abord à son cercle restreint. Il s'en ouvre à ses camarades, oui, de combat. Il discute de ça pendant longtemps. Et vous dites, quel voyage est important? D'accord, celui-là, parce que Mandela n'était pas encore président. Il sortait d'une longue pression de 27 ans et il sort pour avoir une autre pression à dimension personnelle, mais il incarne un combat, il incarne un avenir. C'est tout un peuple qui est derrière lui. Et lui-même n'a pas encore la sérénité parce que tenaillé par des petits problèmes. C'est important. Il en discute avec les siens, il en discute avec son entourage. Mais Mandela était aussi très sélectif. Il ne voulait pas que son problème fût réglé par n'importe qui. Et c'est là que le Sénégal est sorti. C'est là qu'on a dit, nous pensons qu'au regard de ceci, de cela, de nana, etc., et au regard de l'engagement du Sénégal par rapport à la lutte anti-apartheid, par rapport à ce que son président a fait pendant les années de braise au niveau de ses voyages au niveau des pays de la ligne de front, etc. Il y a tout un ensemble de paramètres qui ont joué pour qu'on se dise que c'est peut-être vers le Sénégal qu'il faut aller. Et c'est comme ça que Diouf a été contacté. Et lui-même était lui aussi sous pression, parce qu'il était en campagne électorale. Il était à l'intérieur du pays. Oui. Il a arrêté sa campagne pour revenir à Dakar, recevoir Mandela. Il ne savait pas d'ailleurs exactement pourquoi Mandela voulait le voir. Mais quand Mandela lui a posé ce problème-là, bon, j'avoue qu'il a été un peu assommé, n'est-ce pas? Il l'a mis, il l'a logé à l'annexe du palais. C'est dans le livre. Voilà, bon. Il lui demande, voilà, bon, le temps que lui, il se débrouille. Oui. Et puis c'est le lendemain qu'il l'a revu avec le chèque qui a permis à Mandela de partir et de régler son problème. Donc moi je pense que cet effort consenti par le Sénégal s'inscrit dans une sorte de logique historique.
par rapport au positionnement du Sénégal. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, le président Sall arrive au pouvoir en 2012, je crois fin 2012 ou début 2013, j'étais à Paris, je le vois effectuer à la télé, je vois les images à la télé, un voyage en Namibie. Parce que les Namibiens fêtaient le 50e anniversaire de leur libération. Et pays invité d'honneur, le Sénégal. Pour remercier le Sénégal de quelque chose qui s'était passé quand l'homme qui incarnait le Sénégal et qui représentait le Sénégal était à peine né. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi je pense que nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre diplomatie. Ce n'est pas Senghor, ce n'est pas Abdou Diouf, ce n'est pas XY, c'est le génie du Sénégal, c'est l'histoire du Sénégal, c'est tout un vécu. Et là aussi, il faut intégrer tout le combat et tout l'engagement de la société civile, de la classe politique, les opposants qui n'ont pas arrêté de taper, de se battre, etc. Bon, et ça a permis de relayer le combat interne. Benoît l'a dit, ne l'oublions pas. À l'intérieur, il y avait des jeunes Sud-Africains qui ont défié l'autorité, qui tombaient comme des mouches au quotidien pendant que Mandela était en prison. C'est tout cela qui a contribué à donner mauvaise conscience à un monde qui pendant longtemps a été complice de cet odieux système-là. Et quand Senghor disait qu'il fallait mener un combat diplomatique, c'était mettre ça à nu, secouer les consciences occidentales, parce que c'est elles qui tiennent les rênes du fil. La preuve, les sanctions, c'est quand on a amplifié et systématisé les sanctions que le régime a commencé à craqueler. Il l'a dit tout à l'heure, mon Gamou, en Afrique, il y avait deux lignes. Il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait parler avec les racistes et qui même en dessous aussi commerçaient un peu avec eux. Mais Senghor a été très catégorique. Ce n'est pas avec eux qu'il faut parler. Il faut faire en sorte que nos frères noirs parlent avec nos frères blancs anti-apartheid et que nous puissions nous aussi relayer leur combat hors d'Afrique du Sud. Professeur Benoît Ngom, comment sauvegarder cette belle histoire diplomatique? Parce qu'on sait tous, l'Afrique du Sud de Mandela n'est plus ce qu'elle était, cette Afrique du Sud. Oui, comment sauvegarder ce legs? Parce que le legs de Mandela, et Mamadou l'écrit, est en proie ou bien est menacé. C'est menacé avec l'ANC. Les chefs d'accusation qui ont posé sur Zuma et Winnie Mandela même dénoncent ça dans ce livre et vous l'écrivez. Comme Amidou l'a dit, hein, il a rappelé des choses importantes sur ce qui s'est passé du temps de Senghor. Et qui permettent de répondre aussi à la première question que vous aviez posée. Est-ce qu'il y avait une continuité dans la diplomatie sénégalaise entre Abdou Diouf et Senghor? Je pense qu'il y avait une réelle continuité parce que j'avais eu aussi la chance d'être souvent à côté du président Diouf et de son équipe de l'époque, que ce soit les Tanor, toute son équipe diplomatique. Et je sais qu'il était très attaché au combat contre l'apartheid. Et c'est ça qui va me permettre, après la rencontre de 1985 que nous avions organisée, parce que c'est de ça que parlait, enfin un peu, quand Amidou parle de la mobilisation de la société civile. Nous avions organisé une très grande rencontre, les juristes africains, à Tripoli, en 1985. À l'époque, il y avait des problèmes entre même les Sud-Africains. Breitenbach, dont il a parlé, je lui avais demandé, c'est parce qu'on venait de se connaître un peu à Paris, et je l'avais invité à venir à cette rencontre de Tripoli. Et à l'époque, il y avait des bisbis entre certains Sud-Africains et lui, parce que bon, il y a des radicaux sud-africains qui ont du mal à comprendre souvent qu'il peut y avoir des positions modérées dans toute lutte. Oui. C'est à partir mais c'est de là-bas qu'on avait discuté et travaillé sur... on avait commencé à mettre les jalons
sur la possibilité de faire quelque chose entre les Sud-Africains de l'intérieur et l'extérieur. Et ceci, la présence de Breitenbach là-bas à Tripoli et certains autres, va faire qu'à un moment donné, dans les années 87, quelques mois avant, que dans un café où je le rencontrais tous les week-ends, parce qu'on était des bons copains, quoi. Chaque week-end, on se rencontrait dans un café, à Saint-Michel, et on parlait. Et un jour, il vient, il me dit, mais Benoît, tu sais, les gens à l'intérieur, ils veulent organiser quelque chose, mais il faut que ça soit très secret. Il avait discuté avec les Van Zyl-Slaber qui a pris l'initiative. Lui, il était en France, donc il relayait. Et quand il m'a parlé de ça, qu'il souhaitait une manifestation, que les Blancs sud-africains, les libéraux dont on a parlé, puissent discuter avec les gens de l'ANC, il s'agissait maintenant de savoir quel pays. Parce qu'eux, ils savaient parfaitement que tu ne pouvais pas le faire dans un pays de dictature, ça ne servait à rien. Les autres allaient balayer ça d'un revers de main. Ils avaient pensé donc à l'île Maurice ou quelque chose comme ça. On a discuté rapidement. Mais j'ai dit à Brayton, il ne faut même pas insister. On va le faire au Sénégal. Parce que de toute façon, là-bas, la population, le président, tout le monde est mobilisé. Oui. J'ai pris l'idée comme ça. Mais ça, c'est pourquoi moi, j'avais pu prendre cet engagement. Parce que j'étais convaincu que Abdou Diouf avait toujours la même volonté qui était exprimée dès 1962 pour continuer la lutte contre l'apartheid. Et il faut savoir une chose, c'est que la réunion de 87 là, qui va permettre effectivement à l'extérieur de faire discuter ces libéraux blancs dont on a parlé tout à l'heure et les gens de l'ANC dirigés par Thabo Mbeki, cette rencontre était d'autant plus extraordinaire que Botha, qui était au pouvoir, continue à développer l'idée que les Noirs et les Blancs ne peuvent pas rester ensemble. Ils ne peuvent pas discuter. Donc c'est Dakar qui va briser cela. Mais avant Dakar, il y a une réunion qui voulait aller dans le même sens. C'était en Suisse. La rencontre avait échoué et ça avait énervé les Sud-Africains. Donc la réunion de Dakar devait se passer dans un contexte historique très tendu pour dire le courage de Abdou Diouf à l'époque et de son gouvernement d'accueillir cela. Parce qu'à l'époque, les gens, tous les gouvernements africains savaient que les Sud-Africains étaient capables à l'époque de faire n'importe quoi dans n'importe quel pays. Ils avaient une armée, ils faisaient n'importe quoi. Des services de renseignement. Donc le Sénégal a pris la responsabilité d'organiser la réunion de 87. Et moi qui connaissais derrière, je sais qu'énormément de dispositions avaient été prises pour que cela puisse se passer. Donc nous devons aussi être très fiers de cela. Et le legs, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Moi je crois que ce qu'il nous faut retenir est que chaque peuple écrit son histoire. Et c'est pour ça que je disais qu'il avait bien fait de parler de cela. Parce que ce n'est pas aux autres qui vont dire que le Sénégal a joué tel rôle. C'est à nous de le dire. Mais puisque nous l'avons dit, nous devions organiser aussi et nous devons organiser le suivi. Je dois saluer le ministère de la Culture qui, en 2017, parce que nous étions ensemble là-bas, et a organisé le 30e anniversaire de cette rencontre de Dakar. Mais cette rencontre de Dakar, peut-être, devrait même pouvoir être organisée chaque année dans un pays ou dans un autre. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a toujours les mêmes problèmes, globalement, d'entente, de concertation. Et le Sénégal, compte tenu de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, a une base légitime pour parler avec les Sud-Africains. Parce que nous sommes quelque part leurs alliés. Nous pouvons leur parler, les aider du fait de l'expérience diplomatique que nous avons et qu'eux, en aucune façon, ils ne pouvaient avoir parce qu'ils étaient sous le joug de l'esclavage, enfin de l'apartheid qui est pareil. Donc, ça, sur le plan diplomatique, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. S'il faut analyser maintenant le legs du point de vue de la personnalité de Mandela, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui nous a montré que quand on croit en quelque chose,
il faut se battre jusqu'au bout. Il y a une citation que vous mettez dans le livre. Mais il faut se battre, il faut accepter que ça vous coûte très cher. Et pour cela, il a montré qu'il était endurant, qu'il était persévérant, qu'il était résilient. Et ça, ça doit être des valeurs partagées par tout militant ou tout homme qui veut se battre pour une cause. Mamadou, oui, oui, allez-y. Oui, les Sérères dominent ici. Je veux dire, je crois que les Sud-Africains eux-mêmes sont conscients de l'importance diplomatique du Sénégal, compte tenu d'un certain nombre de voyages que nous avons faits là-bas et de certaines discussions et de certaines choses qu'on a mises sur la table. Mais l'Afrique du Sud a un institut qui s'intéresse aux relations internationales. Ça s'appelle South African Institute of International Affairs, SAIA. Quand cette institution a voulu réfléchir sur la diplomatie africaine et quels étaient les pays qui dirigeaient, qui orientaient, quels étaient ce qu'ils appellent les driver countries, c'est-à-dire que les pays qui impulsent la diplomatie américaine, excusez-moi, certains vont rire, bon, la diplomatie africaine, mais nous avons organisé ça avec eux, et c'est bien à Dakar qu'on a organisé ça. Et les collègues de mon aîné Benoît Ngom, ces grands ambassadeurs qui ont fait la diplomatie du Sénégal, étaient là-bas. Toutes ces grandes personnalités que vous connaissez dans la diplomatie sénégalaise des années 60 jusqu'aux années 90 étaient au WAC et nous avons discuté pendant 2 jours. C'est important. Autre chose, vous avez parlé d'héritage. Dès que vous avez parlé d'héritage, par rapport pour l'Afrique du Sud, moi je me suis dit, je suis peut-être bias que je prends parti, mais je me dis, si on avait encore quelqu'un comme Thabo Mbeki, et j'ai mes raisons de le dire, parce que la succession de Mandela a un peu trahi Mandela. Je ne veux pas, mais l'épisode Zuma n'a pas été la meilleure des choses pour l'Afrique du Sud. En plus de ça, on a parlé de blanc et de noir, mais il n'y a pas que ça en Afrique du Sud. L'État arc-en-ciel a aussi ce qu'on appelle les Indians et les colons. Les colons, c'est les métis. Oui, c'est les métis. Donc, les 4 parties. Comment faire que l'arc-en-ciel, l'harmonie de l'arc-en-ciel puisse souder les blancs, les noirs, les indiens et les collègues, en plus de parler des différents groupes ethniques noirs sud-africains et de la religion aussi. Ça, c'est autant de choses qui peuvent fédérer comme ça peut diviser. Autre chose, il y a un gap économique extraordinaire en Afrique du Sud. Vraiment, c'est un gap terrible. Et comment faire en sorte que ça puisse être réglé le plus rapidement possible? Ça, c'est les défis de l'Afrique du Sud pour pouvoir vaincre ce phénomène qui a fait ce qu'il a fait en Afrique du Sud et ce qu'il est en train de faire aussi en Afrique du Sud et aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la white supremacy. Ce n'est pas tout simplement des choses. On a écrit des livres là-dessus. La suprématie blanche, c'est une idéologie. Il y en a 2 livres. Un, White Supremacy, l'autre qui s'appelle The Highest Stage of White Supremacy. Et en dessous, on a dit la situation aux États-Unis et en Afrique du Sud. Voilà autant d'obstacles qui, si on y réfléchit, pourraient aider l'Afrique du Sud et le reste du continent. Et professeur, c'est bien de mêler le français à l'anglais, parce que le livre a été écrit en français et en anglais. Peut-être l'harmonie de la nation arc-en-ciel a été bâtie peut-être par un mot. Le pardon, 27 ans de privation de liberté. Il sort, il n'est pas revanchard, il pardonne tout le monde. C'est un saint. C'était un grand monsieur, Nelson Mandela, parce que pardonner dans ces circonstances, après avoir vécu dans sa chair, presque 27 années de privation de sa liberté, mais surtout au-delà de sa personne, toutes les exactions commises sur les Noirs qu'on sélectionnait parmi une population, vous l'appelez arc-en-ciel. Mais les Noirs étaient la cible. Vous avez rappelé le martyre de Soweto, ces enfants, des adolescents qui étaient massacrés. Et pardonner dans ces circonstances, ce n'était pas du tout évident. Et Mandela
l'a fait ou l'avait fait. Peut-être c'est parce que c'est Mandela qu'il a pu le faire, qu'il a su le faire. Et d'ailleurs, dans un entretien qu'il a accordé à Oprah Winfrey, il parle justement de ce pardon, comment lui il le conçoit et comment il est arrivé à pardonner. Mais Mandela, sortant de prison, a dit que le combat contre l'apartheid n'était pas terminé. Parce que le régime blanc était encore là aux affaires. N'oublions pas qu'il y a eu une période de transition où il a été vice-président. Mais il l'avait dit également vis-à-vis aussi des autres, y compris des Noirs. Comme ils l'ont dit, parce que la grande œuvre, celle-là pour laquelle cela valait la peine de se battre, c'était de construire la nation arc-en-ciel, qui a du mal à prendre, il faut le reconnaître. Oui. Quand on voit... il a parlé de problèmes économiques, ce qui est archi vrai, si on peut le dire comme ça, en bon français. Il y a également ces difficultés que les héritiers de Mandela ont à faire face à certaines menaces, à certaines calamités. Vous voyez, il citait Thabo Mbeki, oui, il était très gentil. Mais déjà, oui. Déjà sur la lutte contre le sida, n'oublions pas quand même que Thabo Mbeki, à un moment donné, a même nié l'existence de la pandémie du sida. Cyril Ramaphosa, qui est aujourd'hui le président d'Afrique du Sud, peine également à faire face à la pandémie de la Covid-19. Mais ce qu'il faut ajouter, l'Afrique du Sud a un problème d'éducation aussi, Pape Alioune Sarr. N'oublions pas que cette majorité de la population a été maintenue dans l'obscurantisme le plus total. Vous voyez des frères sud-africains noirs organiser des pogroms contre leurs propres frères africains. Parce que ils sont perçus comme une menace, je pense que comme des étrangers. C'est extraordinaire. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est un héritage, moi j'ai osé le dire, hein, je trouve que c'est un héritage qui est en train d'être dilapidé. Mandela n'a pas eu les successeurs qu'il fallait, il faut le reconnaître, même si également, il faut l'avouer, n'est pas Mandela qui veut. Il y a même en Afrique d'autres qui ont prétendu être à la hauteur de Mandela. Mais je pense qu'il faut, tout en reconnaissant que Mandela n'était pas un dieu, il faut quand même dire qu'il était au-dessus du lot. Et ce n'est pas pour rien que de son vivant, tous ces pèlerinages qui étaient organisés, rien que pour lui serrer la main. Et ces deux qui sont en face de nous ont eu ce privilège, privilège que nous autres n'avons pas. Mais je pense que l'Afrique du Sud a un gros défi à relever. On ne leur demande pas d'être des Mandela, mais au moins d'être fidèles à la mémoire de Nelson Mandela. C'est quand même et au sacrifice de Nelson Mandela. Mais il parlait de la culture, mais j'aimerais quand même... vous avez dit que le ministère de la Culture, ça aussi, c'est la continuité un peu. La continuité de la politique sénégalaise et de la diplomatie sénégalaise. Ce livre a pu être réalisé, il faut le dire aussi, en partie, grâce au fonds d'aide du ministère de la Culture. On doit évoquer quelque chose aussi que j'ai discuté avec les Sud-Africains en Afrique du Sud. Je leur ai dit ceci. Vous, les Sud-Africains, vous êtes au Sud. Quand vous regardez vers le Nord, vos yeux là vont où? Ils étaient en train de me regarder. Je leur dis, vos yeux le plus souvent sortent l'Afrique. Vos yeux sortent l'Afrique et vous envisagez l'Europe et les États-Unis. Il est grand temps que vous pensiez quand même à développer une coopération beaucoup plus active avec le continent africain. Parce qu'ils ont aussi ce complexe-là, il faut le dire. Ils se disent, c'est les géants de l'Afrique et ils n'ont peut-être pas besoin de professeur. C'est là où ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est à nous d'écrire notre histoire. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Aujourd'hui, Ibrahima connaît l'Amérique, sa relation avec la France. Il y a une histoire. Lafayette, etc. Voilà. Ils se sont battus. Et voilà.
nous, ce qu'on a fait, mais c'est digne c'est une contribution. Ceci devrait nous amener aussi, si nous savons que l'autre qui est ami, qui est proche de nous, ne sait pas, qu'on le fasse savoir. On doit s'approcher d'eux, essayer de créer des manifestations. C'est pour ça que j'ai cité la manifestation organisée par le ministre de la Culture ou le ministère il y a quelques années. J'ai dit que c'est des choses qui doivent se faire. Les rencontres aussi entre... Nous avons des think tanks ici qui réfléchissent sur l'islam, qui réfléchissent sur la diplomatie. Il faut que le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui avec une juriste comme moi, Madame Aïssata, Maître Aïssata, qui pourra, Aïssata Sall, qui pourra, je pense, avoir favorisé cela. C'est-à-dire, il faut que nous, on n'attende pas des autres les solutions. Oui. C'est à nous de savoir ce que nous voulons et de proposer les solutions. Nous devons nous approcher de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, c'est vraiment c'est un potentiel extraordinaire. Et nous avons fait des choses pour ce pays que ce pays n'a jamais recusé. Jamais. Il n'y a pas seulement que Mandela. Eux tous savent ce qu'on a fait. Et donc, je pense que notre diplomatie doit aller dans ce sens, perpétuer certaines choses, parce que la diplomatie, c'est d'abord la culture, hein, et lui, Amidou a beaucoup parlé de ça au départ, c'est ça. Ici, lors de cette rencontre de 87, ce que les Sénégalais doivent retenir, c'est que toute l'élite, toute l'intelligentsia sud-africaine était à Dakar. Sauf s'il y en avait 100. Peut-être il y a 5 qui n'étaient pas venus parce qu'ils étaient enrhumés ou malades. Mais quand même, c'était un pays donc qui représente. Moi, quand mon fils est allé la première fois là-bas, c'est un jeune blanc qui, ayant vu que lui, il venait du Sénégal, lui dit, mais, ah bon, mais vous avez beaucoup fait pour nous. Hein? Et c'était un jeune... Ce Sud-Africain-là est revenu ici il y a quelques mois. Et bien avant, je l'avais revu, mais il fallait voir. Il était heureux de rencontrer quelqu'un qui avait participé à cette réunion de 87. Donc nous devons valoriser parce que la diplomatie, ce sont ces éléments-là. Hein. C'est des éléments. Hein, et d'ailleurs, nous avons notre place Soweto ici à Dakar. Voilà. Et nous allons finir par l'amour. Parce qu'on est au mois de février. Nelson Mandela a pardonné parce qu'il aimait Winnie Mandela. Le pouvoir ou bien la contestation se conjugue également au féminin. Oui, Mandela est d'exception à coup sûr. Mais Mandela est aussi ce qu'il est parce qu'il est l'enfant d'une culture. Saint John Perse, tout n'est qu'enfance. Mandela relate dans son livre du temps de son enfance, chez son grand-père, je crois, comment les conflits tribaux étaient réglés dans la concession familiale par le dialogue et le pardon. Il naît dans ça, il grandit dans ça. Il emporte ça en prison. Parce que n'oubliez pas aussi que Nelson Mandela, être d'exception, se réveille et décide d'aller apprendre l'afrikaans, la langue de l'oppresseur, pour mieux comprendre comment ça fonctionne en lui. Et pour être au plus près de cet homme-là, qui l'opprime et qui l'oppresse. Mais dont il sait que les enfants et ses enfants et les petits-enfants construiront cette Afrique du Sud de demain pour laquelle il a payé ce lourd tribut. Et Winnie Mandela? Winnie Mandela, moi je pense que à cette dame, il faut que nous rendions hommage pour avoir gardé la maison pendant longtemps. Elle est habitée par l'incomplétude de la condition humaine comme nous tous. Mais pendant les années de braise, cette femme, au quotidien, a été sur le front. Ça n'a pas été facile pour elle. Nelson Mandela a aussi vécu intérieurement des choses terribles. Et tout ça, finalement, il s'est sacrifié. Et son sacrifice devrait être une grande leçon
pour les Sud-Africains, quand ils disent que Mandela n'a pas eu la continuité qu'il aurait dû avoir, ils ont quelque part raison. Parce que regardez ce peuple africain, ce peuple frère d'Afrique du Sud, ce peuple noir. Regardez ce qu'il a infligé aux enfants de ceux qui, pendant des décennies et des décennies, se sont battus pour eux, pour leur liberté, pour leur dignité. Je finirai par le Sénégal. Le Sénégal, c'est notre pays. C'est difficile de continuer à dire nous sommes une Non, à force de le dire, nous finirons par y prendre plaisir et nous perdrons. Mais nous avons un magistère d'influence à exercer. Nous avons une mémoire politique et diplomatique puisée dans notre vécu, qui peut être aujourd'hui au service de la renaissance africaine, si tant est je puis utiliser cette formule-là. Mais je pense que quelque part, nous avons un mot à dire, nous avons encore à accompagner des gens, nous avons à aider, comme nous devons être accompagnés et aidés. Et je pense que c'est en faisant ça et en prenant conscience de notre que nous pourrons jouer pleinement notre rôle dans cette Afrique en construction. Parce que les problèmes ne sont pas réglés. L'Afrique du Sud n'est pas encore sortie de la zone de turbulence. Il y est encore. Et pourtant, l'Afrique du Sud est un moteur essentiel à la reconstruction de l'Afrique. Donc, devons-nous, comme dit Césaire, rester en l'attitude stérile du spectateur? Assurément non. Assurément non. Mamadou, pour finir avec l'amour. Mandela et Winnie, à vie, à mort. Oui. À vie, à mort, moi je trouve que ces deux êtres, même s'ils se sont séparés, à un moment donné, parce qu'ils ont divorcé, sont liés à vie. La preuve, qui connaît le nom de jeune fille de Winnie? Hein? Et il dit Mandela. Donc, oui. Oui, oui, certainement. Mandela, c'est clair. Mais finalement, Winnie et Mandela, c'est pour l'éternité. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés à l'au-delà. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'amour, c'est vrai. On est à la veille de la Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. Mais Mandela a été libéré justement le 11 février. On était à 3 jours de la Saint-Valentin. Et cette libération leur a permis de célébrer par anticipation la fête de l'amour. Malheureusement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Hein. Vous savez, l'amour aussi peut pâtir, peut être victime du pouvoir ou de la politique. Il y a eu certainement des erreurs qui ont été commises, mais il ne faut pas oublier que tout le monde n'avait pas intérêt non plus à ce que Mandela et Winnie continuent de cheminer. Ce livre rend hommage effectivement à Winnie et à son combat aux côtés de Nelson Mandela, mais grâce à Machel, que Mandela a épousé par la suite, c'est aussi une façon de faire un clin d'œil à toutes ces femmes qui se sont battues. Vous avez parlé d'Hélène Suzman tout à l'heure, qui se sont battues, il ne faut pas oublier cela. Aussi pour la libération de Nelson Mandela, pour la fin de l'apartheid. Et ils ont raison de dire, bon, on dit la fin de l'apartheid, c'est vrai, mais l'Afrique du Sud est en convalescence. Elle n'est pas définitivement guérie et c'est pour cela que je suis parfaitement d'accord avec eux. Il faut être très vigilant. On peut retomber dans des situations extrêmement graves parce que c'est des acquis qui sont très fragiles, mais bon, ça date de quand? Début 90. Vous voyez la nation américaine sous le contrôle de Ousmane Sène, qui peine toujours à se construire, à plus forte raison la nation sud-africaine. Oui, il faudra être vigilant. Mais moi, j'aimerais quand même souligner une chose, Pape Alioune, si vous permettez. Oui. C'est aussi le monde de la culture. On en parle dans ce livre et j'aimerais profiter de votre plateau pour quand même saluer l'engagement des artistes sénégalais de l'époque. Les Youssou Ndour, Baba Mal, Omar Pène, Ismaël Lo, Koumba Gawlo Seck, à qui on souhaite un prompt rétablissement pour sa voix d'or, qu'elle nous revienne encore plus belle que jamais. Et quand, paraphrasant Karl Marx, quand la chanson
devient une idée, ou quand une idée devient une chanson, elle s'empare aussi quelque part des masses. Je pense qu'il faut saluer cela. Et pour terminer, il y a un passage, parce que ce livre, c'est une option. J'ai voulu quelque part réconcilier aussi le Sénégal avec lui-même. La diplomatie sénégalaise, la grande diplomatie sénégalaise avec elle-même. Ce passage, parlant de Nelson Mandela, le patriarche sud-africain est âgé de 95 ans lorsqu'il décède. Oui. Le jeudi 5 décembre 2013 à son domicile de Houghton, à Johannesburg. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La planète est consternée, même si tout le monde sentait la fin proche pour Madiba. Les réactions teintées d'émotions inondent les plateaux de télévision et les ondes de radio. Les journaux rivalisent de titres accrocheurs et pour l'histoire. Les réseaux sociaux explosent. Fidèle en amitié, le Sénégal met ses drapeaux en berne. Le président de la République, Macky Sall, qui a visité la prison de Robben Island, qui justement parle également de la dimension pardon chez Mandela, décrète immédiatement 3 jours de deuil national. Les témoignages des 3 présidents sénégalais vivants, c'est-à-dire Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, en disent long sur l'attachement de leur pays à la personne de Nelson Mandela. J'aurais pu continuer, parce que chacun d'eux a porté un témoignage sur Mandela quand sa mort a été annoncée. Je pense que le Sénégal, tout en continuant à faire vivre le débat dans ce pays, tout en continuant à faire vivre le débat, le Sénégal doit se réconcilier avec lui-même, avec surtout sa grande diplomatie, qui a, au fil des âges, été exemplaire, et ce livre sur Mandela peut en témoigner. Et ça passe par les mots, pour soigner les mots, MAUX. Messieurs, c'est la fin de cette émission. On a déjà fait 1h30 minutes. Dernier, oui, allez-y. Oui, la version anglaise. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Oui, rapidement. Oui, très rapidement. Très rapidement, je vais dire que la traduction est de bon aloi. Je ne connais pas le traducteur, mais en tant que traducteur moi-même, et ça fait des années que je fais ça, je dis c'est de bon aloi, ça passe. En plus de ça, il y a une dimension ajoutée. Le fait d'avoir pensé à traduire ça en anglais, ça veut dire que les Sud-Africains pourront lire. Mais vous avez ajouté autre chose aussi. Parce que les citations que vous avez données là, dans la version française et dans la version anglaise, ne sont pas les mêmes, mais se complètent. Cheikh Anta Diop nous plonge dans notre histoire pour nous donner la grandeur et la fierté de l'Afrique qui a été toujours le premier continent. Oui, et ça a été traduit donc par le professeur Ouagane Diouf. On doit lui dire chapeau bas, Ouagane Diouf. Alors, donc, la première citation c'est Nelson, je veux dire, Cheikh Anta Diop qui nous plonge dans notre histoire, la grandeur et la beauté de notre histoire, l'Égypte ancienne. Mais j'apprécie, et peut-être que je préfère, la traduction, la citation venant de Aimé Césaire, c'est le roi Christophe qui parle. Et le roi Christophe qui parle du double effort que le noir doit faire. Il dit, je demanderai toujours plus au noir, non pas parce que j'en fais un esclave, mais il doit faire un double effort pour s'en sortir. Je crois que l'histoire était belle, mais elle est dans le passé. Le présent, c'est le double effort qu'on doit faire pour nous rejoindre avec l'Afrique du Sud, pour nous rejoindre avec les autres continents de l'Afrique et avec nos frères d'Amérique et d'ailleurs. Dernier mot, Amidou. Mot de la fin, un souvenir inscrit dans ma mémoire, dans la part active de ma mémoire, le jour de notre rencontre historique, Benoît et moi, avec Mandela. Le soir, nous sommes invités à une très grande manifestation qui récompense les performances des grandes entreprises sud-africaines. Je dirais les grandes entreprises du système raciste blanc, anglo-américain, etc. Mandela, sachant que nous devions y aller, nous dit que ce soir, vous serez dans une manifestation, vous serez noyés, vous ne verrez pas beaucoup de noirs. Effectivement, le soir, il y avait nous deux, mais il y avait Cyril Ramaphosa
qui à l'époque était le patron du tout-puissant COSATU, n'est-ce pas, le syndicat. Voilà. Et ensuite, il y avait Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, d'ailleurs, dont l'épouse que nous avions rencontrée m'avait demandé de transmettre son bonjour à Madame Marie-Angélique Savanet. Ce que j'ai fait avec plaisir quand je suis rentré. Donc, ce soir, nous sommes là, noyés dans une salle. Il y avait de grands industriels blancs, hommes d'influence, hommes de pouvoir. Et à un moment, notre hôte, Van Zyl Slabert, me conduit vers une dame et lui dit que je suis sénégalais et que je suis aussi quelqu'un proche de Senghor. Et j'ai vu la dame écraser l'arme. Curieux, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit ce moment précis, dans cette salle qui n'avait pas l'habitude de recevoir des gens de couleur, disons. C'est le signe que quelque chose est en train de se passer dans mon pays. Et je pense fortement au Sénégal et je pense fortement à Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor s'est toujours battu pour qu'il y ait un dialogue pour l'avènement d'Afrique du Sud arc-en-ciel. Et cette dame, c'était Hélène Suzman. Benoît, pour la fin. Voilà. Deux petites choses, une petite anecdote, puisqu'il était avec moi, on avait le président Mandela en face de nous. Mais c'est ce qui m'avait, entre autres choses, le plus marqué, puisque vous parliez d'amour, c'est quand je lui ai dit, mais président, vous viendrez au Sénégal, on vous attend là-bas, et accompagné de Mandela, de Vini, parce qu'il venait de sortir à l'époque, il n'y avait pas de problème encore. Mais l'expression du visage, il était tellement heureux, c'était extraordinaire. Il a parlé de Vini, ah oui, je vais venir avec Vini, etc. Pour dire que quand même c'était un homme pour qui l'amour, au sens général et au sens spécifique du mot, était très important. Bon, ça c'était la petite histoire. Ce que je veux dire, moi je reviens sur vos conclusions. Je crois honnêtement que le Sénégal, plus je vois les débats qui participent d'un localisme politique exacerbé, où on a l'impression que les Sénégalais ne peuvent plus parler d'autre chose que d'eux-mêmes, et d'eux-mêmes d'une certaine façon qui ne nous apporte rien, moi j'aurais souhaité vraiment, peut-être avec le ministère des Affaires étrangères et d'autres, qu'avec toute l'histoire diplomatique qu'il y a ici, qu'on essaye aussi de voir que notre pays a une responsabilité historique dans ce continent, qu'il le veuille ou non, que certains le contestent ou pas, et ce n'est pas lié à tel ou tel président, c'est comme ça, c'est quelque chose qui date de longtemps, c'est une somme d'histoire, une somme d'actions de nos anciens. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que la diplomatie reprenne sa place, mais au sens où le Sénégal va essayer de se réconcilier avec son leadership du départ des années 60 et après, et afin qu'on ait un soft power qui nous permette d'influencer le maximum, parce que comme il l'a dit, on a vraiment... nous sommes un pays quand même qui a une certaine influence, qu'il avait, et qui doit continuer à l'avoir. Et que vraiment que Dieu fasse que le Sénégal, que le débat essaye de dépasser un peu le train-train quotidien qui nous enfonce de plus en plus, alors que le monde est très difficile. Et nous savons aujourd'hui que quand on prend le continent africain, il y a quand même une crise de leadership. C'est incontestable. On n'a plus le temps des feux de Boigny, les machins, etc. Bon, mais il y a des pays qui peuvent influer. Et il y a comment dirais-je, des coalitions de pays qui peuvent influer. Et c'est là où je dis que le Sénégal, avec des pays comme l'Afrique du Sud, peuvent jouer un rôle très important. Et même avec le Nigeria. Mais que ça ne soit pas un Sénégal qui essaie de penser qu'il peut écraser ces pays. Non, nous avons une diplomatie d'influence. Nous avons une expérience que les autres n'ont pas. Nous devons l'utiliser
dans le sens de contribuer au changement de notre continent. Voilà. Et que, voilà quoi, de notre... Voilà. Monsieur, merci. Oui. Oui. Remercier l'éditeur, oui, allez-y. Amadou Lamine Sall, les éditions Feu de Brousse. Et vous avez choisi cette date marquante de la libération de Mandela il y a 21 ans pour organiser cette table ronde à la place d'une cérémonie de présentation qui va se tenir prochainement quand on aura définitivement vaincu cette pandémie de la Covid-19 et puis remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce livre. Et au président Abdou Diouf pour la confiance. Ce n'est pas tous les jours qu'un journaliste verse dans des remerciements. Je n'ai eu aucun autre mérite ou aucun mérite que celui d'être journaliste, soucieux quand même d'en savoir davantage sur cette histoire. Et il paraît que le président Diouf ne fait pas confiance au premier venu. Et merci pour cela. Voilà. En tout cas, on a essayé on finit par le sourire, c'est important, cette période de pandémie. On a essayé un peu de déconfiner le savoir en pleine période de confinement avec cette émission sous forme de présentation du livre de Mamadou Ibra Kane, Le Sénégal et Mandela, le grand secret. Peut-être finir par ces mots, célébrer ou bien souhaiter à tous les pays d'être une nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et avec le monde. Merci également à cette noblesse anodine. On parle un peu de l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission. À bientôt pour un autre rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.